Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du grand journal de ce dimanche 21 juin 2015. C'était peu avant minuit, le verdict du procès Guiraud tombait. 2 ans de prison avec sursis et 10 millions de francs CFA d'amende. La Chambre criminelle de la Cour d'appel ordonne également la confiscation de 900 millions de francs sur la somme de plus d'1,9 milliard retrouvés dans les cantines appartenant à l'ex-DG de la douane. Échec pour l'accusation si l'on considère les 10 années de réclusion demandées et peut-être une victoire pour Ousmane Guiraud et ses conseillers toujours au regard de cette même réquisition de départ. Eux pourraient brasser autant d'argent avec de l'abnégation au travail. Ils ont pour le moins reçu un grand soutien la nuit dernière à Bobo-Dioulasso. Plus de 20 producteurs de coton ont été primés au cours de la Grande Nuit du coton. Le président du FASO et la Sofitex sont au fait de leurs efforts quotidiens mis en lumière la nuit dernière à Bobo-Dioulasso. La deuxième édition de la Nuit du coton aura tenu toutes ses promesses. C'est aujourd'hui, 21 juin, qu'est célébrée la musique. Ce soir, plusieurs plateaux vont rivaliser de rythme et de sonorité au grand bonheur des mélomanes. La fête de la musique permet aussi de faire une halte et de s'appesantir sur les conditions de vie et de travail de ceux-là qui maîtrisent l'art de combiner des sons et des silences l'espace d'un temps. Ces musiciens vivent-ils tous de leur art? Une question que nous poserons à notre invité de ce 20h. Il s'agit du Koundé d'or de 2015. Bienvenue à tous. 2 ans de prison avec sursis contre 10 et 10 millions d'amende contre 500. Le verdict du procès de l'ex-DG de la douane est tombé hier tard dans la nuit. Au regard de la réquisition faite par le procureur général, ce verdict est une victoire pour Ousmane Guiraud et ses conseillers qui devront respecter 7 autres ordonnances de la Cour. La confiscation de 900 millions de francs CFA sur la somme retrouvée dans les cantines. Kossoum Koulibaly, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Chambre criminelle, statuant publiquement contradictoirement en matière criminelle et en dernier ressort. Vu les articles 156 du Code pénal, 37 du Code des douanes, en répression, le condamne à une peine d'emprisonnement de 2 ans assortie du sursis. Le condamne en outre à payer la somme de 10 millions de francs à titre d'amende. Ordonne la confiscation des objets saisis à hauteur de 900 millions de francs, outre les devises étrangères. Au bout de la nuit, après 6 heures de délibéré, c'est un verdict au goût de victoire pour l'ancien directeur général de douane et ses conseils. Nous estimons que cette juridiction a statué en toute liberté. C'était l'essentiel pour nous. Nous pensons avoir été compris au moins à 80-90%. Guiraud était coupable de tous les crimes de la terre. Aujourd'hui, il a eu l'occasion de s'exprimer. La justice l'a écouté. La justice a rendu la décision qu'elle semblait bonne pour lui. C'est tout ce que nous pouvons dire à présent. Comprenez-nous, nous sommes également un peu sous l'émotion. Ousmane Guiraud repart libre. Le jury reconnaît sa culpabilité pour les faits de corruption, mais celle-ci porte sur la somme de 900 millions de francs CFA. L'ancien directeur général des douanes est également reconnu coupable de violation de la réglementation des changes, mais le jury retient des circonstances atténuantes, l'accusé ayant plaidé l'ignorance. En revanche, l'accusé est blanchi totalement du chef d'accusation d'enrichissement illicite. La partie civile réclamait 500 millions de francs CFA au titre des dommages et intérêts au profit de l'État. Elle est tout simplement déboutée. Du côté du parquet, qui réclamait 10 ans de prison et la saisie de tous les biens de Ousmane Guiraud, à l'exception de son domicile, c'est la grise mine. Je n'ai pas été suivi. Ça arrive qu'on ne soit pas suivi, ça peut arriver. Maintenant, nous, on va aviser. Okay. Toutes les parties ont 5 jours pour se pourvoir en cassation. L'affaire Guiraud satisfait pleinement le syndicat national des travailleurs des douanes. Selon son secrétaire général, c'est tout leur corps qui sort lavé. Jean-Emmanuel Ouedraogo a recueilli pour nous les propos de Mathias Kadiogo. Quand vous êtes en face d'une telle situation,
Voilà, nous voudrions bien croire que c'est le procès de Guiraud, mais au-delà de Guiraud, il y a toute une administration où les agents ont bénéficié des mêmes avantages que Guiraud. Si on veut renier les avantages que Guiraud a reçus légalement, si on veut renier les dons qu'il a reçus des personnes qui sont des amis, des parents, voilà, sans contrepartie, vraiment il faut dire que c'est toute la douane qui est affectée. Et partant de là, nous sommes vraiment soulagés par le verdict qui vient d'être rendu. Et nous remercions vraiment et nous exprimons notre satisfaction à l'endroit des magistrats qui ont pris les responsabilités, à l'endroit des jurys qui ont pris les responsabilités. Donc toute la Cour vraiment a rendu une décision qui honore la justice burkinabé dans son ensemble. La région cotonnière de Ndorola était hier à l'honneur à travers un producteur, grand gagnant de la deuxième nuit du coton. À ses côtés, une vingtaine d'autres producteurs ont vu leurs efforts encouragés par des dons en nature. La cérémonie nocturne célébrant les premiers acteurs de l'or blanc est à sa deuxième édition et a connu une mobilisation particulière de la vie de Moumouni Barou. Fakor Kone, c'est à cet homme que revient le plus grand lot de la deuxième édition de la Nuit du Coton. Il reçoit un tracteur d'une valeur de 8 700 000 francs CFA pour avoir produit dans la région cotonnière de Ndorola 154 tonnes de coton sur une superficie de 98 hectares. En plus de cet engin agricole, le champion de l'édition 2015 reçoit un trophée et bien d'autres lots. J'ai mis l'accent sur le coton génétiquement modifié. Je pense que c'est ce coton qui est avantageux. J'ai utilisé également la fumée organique, en plus des intrants modernes. C'est ce qui a augmenté ma production cette année. Comme lui, une vingtaine d'autres producteurs ont reçu des prix en nature pour leur travail remarquable. La particularité cette année a été l'engouement des producteurs pour la compétition. Les lots ont également connu une hausse. Nous avons rehaussé les lots au niveau du premier jusqu'au 10e. Et de façon plus significative que la dernière fois. Et deuxièmement, ils ont des équipements beaucoup plus importants que la dernière fois, des équipements divers, c'est très diversifié. Et l'autre élément important qu'il faut également signaler, c'est la valorisation de la femme dans le cadre de cette deuxième édition. Le président du FASO, Michel Kafando, salue particulièrement le courage des producteurs. Et selon lui, la célébration de la Nuit du Coton revêt des symboles. Premièrement, une occasion pour récompenser tous les cotonculteurs qui ont pris à cœur de hisser leur pays à ce niveau de production sans pareil en Afrique, en tout cas tout au moins parmi les pays producteurs de coton. Donc une occasion pour nous de les récompenser, de reconnaître leur valeur et d'inviter aussi ceux-là qui n'ont pas pu être primés à en faire autant. Et le deuxième symbole, c'est aussi un exercice d'émulation. Les 10 meilleurs producteurs ont été relevés au rang du chevalier de l'ordre du développement avec Agraf Agriculture. Et en termes de défis pour la société des fibres textiles, il est attendu pour la campagne 2015-2016 une production de 800 000 tonnes de coton-graines. Une prévision qu'on peut atteindre selon le président de l'Union nationale des producteurs du coton, surtout que la crise qui a secoué le monde des cotonculteurs est en passe d'être résolue. Depuis 1982, la communauté internationale célèbre le 21 juin de chaque année la fête de la musique. L'événement met au devant de la scène les musiciens de tous bords et de tout genre. C'est l'occasion pour nous d'aller à la rencontre de l'un des nôtres qui a fait danser plusieurs personnes d'entre vous, à n'en point douter. Il s'agit de Salambo, l'homme du peuple, et de ses 40 années de carrière musicale. Aruna Marie nous dresse ici le portrait de celui qui est à l'état civil, Moussa Joseph Salambéré. L'homme du peuple, c'est ainsi qu'il se fait appeler du grand public. Moussa Joseph Salambéré dit Salambo est un artiste et musicien burkinabé évoluant dans le tradit moderne. Avec une quarantaine d'années de carrière musicale, le septuagénaire totalise dans son bac à disques 7 albums et plus de 80 chansons. Je ne chante pas pour louer quelqu'un, je chante pour le peuple. Et c'est à partir de ce moment qu'on m'a donné Salambo, l'homme du peuple. Son premier album a aujourd'hui 41 ans. Comparativement à d'autres artistes de son époque,
Salambo, qui a été technicien d'agriculture, n'a pas évolué au sein d'un groupe. C'est pour ça que certains, par erreur, disent que non, que Salambo, il ne sait pas jouer en live. Ces gens se trompent. Ils se trompent lourdement. Parce que je n'avais pas le temps. Les orchestres jouent en général de 21h à l'aube. Est-ce que je pouvais jouer de 21h à l'aube et être à 7h dans mon bureau? S'agissant de la production musicale burkinabé, voici son appréciation. Avant, nous mettions l'accent sur le message. Présentement, ils mettent l'accent sur le rythme. Officier des arts depuis 2012, Salambo, l'homme du peuple, a également reçu en 2006 un Koundé d'honneur. Pour booster la production musicale burkinabé, l'artiste a sa petite idée. Il faut que l'État nous aide financièrement. Pour ce natif de Komi-Yanga dans le Kouloupelgo, la célébration de la fête de la musique est une initiative salutaire. C'est une fête qui permet à l'artiste d'être en symbiose avec son peuple et pendant un bon nombre de jours. Donc, c'est une fête aussi qui permet à l'artiste de prendre confiance, de savoir que ce qu'il fait n'est pas une mauvaise chose. Mais après une quarantaine d'années de carrière, l'artiste vit-il de son art? Je vis normalement. Décemment, bon, l'adjectif est trop fort. Je vis normalement. Fonctionnaire à la retraite, Salambo consacre son temps à sa famille et à la musique. Il nous confie avoir en projet la célébration de ses 40 ans de musique. Et depuis plus d'une décennie, la musique burkinabé a obtenu quelques galons. Ils sont nombreux, ces artistes musiciens qui tournent à travers le monde pour valoriser la culture burkinabé. À travers donc cet art, jadis taxé d'insuffisante, aujourd'hui, l'on peut écouter toute une soirée rien que de la discographie Made in Burkina. Voici à présent un portrait croisé de deux artistes liés par la musique, mais avec quelques différences non négligeables. Frédéric Etienne Bassenga. Bienvenue dans l'univers d'Alphonse Yamliego, alias Fonzo Premier. Artiste musicien burkinabé, Fonzo Premier a commencé la musique en Côte d'Ivoire. C'est en 2013 qu'il débarque à Koudougou, sa ville d'origine, où il enregistre une prémaquette. Une prémaquette qui séduit d'ailleurs un mélomane qui lui propose de l'aider à enregistrer son album à Ouagadougou. Ça veut faire la coiffure, donc c'est partant de là que je suis venu ici. J'ai rencontré le frère, voilà, il s'appelle Amédou. Voilà, j'ai essayé de négocier avec lui, il n'a pas hésité, il a accepté à ce que je puisse venir travailler avec lui. Depuis lors, ce salon de coiffure est sa source d'inspiration. Tondeuse en main, Fonzo Premier répète pendant qu'il coiffe ses clients qu'il gratifie de belles mélodies. Après des économies de plus d'une année, l'artiste, à force de persévérer, finit par sortir son premier opus en 2014 qu'il intitule Grâce à Dieu. Un album qu'il réussit même à appuyer avec un clip vidéo. Franchement dit, ce n'est pas facile. Voilà, l'album se comporte comme on peut. Et actuellement, je suis en phase, toujours en phase de promo. Voilà, puis là, je n'ai pas encore fait la sortie officielle de l'album. Mais déjà, il faut dire que si au salon ici, moi j'ai les CD ici que je vends. Voilà, je vends avec les clients qui viennent se coiffer. Souvent aussi mes petits spectacles, mes petits mouvements, je vais avec les CD aussi. Certaines personnes de bonne volonté arrivent à prendre. J'ai vendu bon, quelques 200 CD. Voilà, que je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, une phrase devenue un leitmotiv chez le prince de Conquistenga, Alif Naba. Le prince aux pieds nus, lui, a réussi à se faire une place dans le monde du showbiz. Après 10 ans de carrière, il est devenu un artiste qui tourne dans le monde. C'est la tournée que j'ai faite en Asie, donc je rentre de cette tournée et puis voilà, c'était une super belle tournée. Et maintenant, l'actualité après la tournée, c'était aussi mes 10 ans de musique auxquels le public est venu me soutenir, c'était à la Maison du Peuple. Professionnel aujourd'hui, Alif Naba ne vit que de la musique. Grâce à elle,
l'artiste affirme être un homme comblé. Depuis, je dirais pratiquement 10 ans, aujourd'hui je vis de mon art entièrement. Et pas que moi seul d'ailleurs, avec toute ma famille, mes enfants, ma grande famille. C'est pratiquement près d'une vingtaine de personnes quand même qui vivent aussi à partir du travail artistique que je fais. Cependant, l'artiste reste solidaire de ceux chez qui la carrière n'a pas encore décollé. Pour lui, tout début est difficile. Le travail et la persévérance finissent toujours par payer. Il faut prendre ce passage-là comme un moment d'apprentissage, de travail, et puis et attendre que le soleil se lève. La musique, nos artistes Alif Naba et Fonzo Premier invitent tous les mélomanes à sortir massivement pour soutenir la musique. Je vous le disais en titre, notre invité de cette édition est Sana Bob, artiste, musicien et Koundé d'Or 2015. Bonsoir. Bonsoir, Madame Edrao. Alors, Alif Naba le disait tantôt, est-ce que vous partagez le même avis qu'au Burkina Faso, les artistes peuvent vivre de leur art? Oui, la musique, c'est un métier tout comme les autres métiers. D'abord, la musique, nous, on vit naturellement. Quand tu vois un artiste comme ça, tu tournes partout, peut-être... C'est qui ne vit pas comblé, mais lui vit naturellement, vraiment, ça peut vivre. Bon, je partage le même type de comblé parce que moi, j'ai une famille, mon entier, c'est tous ceux qui m'annoncent avec moi. Il y a plus de moins que quand je bouge comme ça, plus de 16 personnes qui me bougent avec Sana Bob, sans compter ma famille et tous ceux qui construisent Sana Bob. Il y a plus de 21 et quelques personnes qui vivent avec mon art. Et donc, Sana Bob vit donc avec son art. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la percée de la musique burkinabé, est-ce qu'elle ne réside pas dans son identité? Par exemple, quand on prend le cas au Sénégal avec le Mbalar, au Mali, en Guinée, on sait quand même, ils ont quand même une identité qui est facilement reconnaissable. Est-ce que vous pensez qu'au Burkina Faso, le problème de la musique burkinabé est lié beaucoup plus à son identité? C'est vrai. Bon, d'abord, je tiens à vous remercier. Rien n'est tard d'abord, parce que moi, je crois que c'est vrai, ce que vous dites exact, parce que nous tous, nous déplorons aujourd'hui que la musique burkinabé n'est pas totalement sa identité et connue comme un bala, comme le madin. Mais pourtant, elle existe aujourd'hui. C'est nous, le Burkinabé, aujourd'hui. C'est nous, le non-responsables aujourd'hui. C'est le ministère de la Culture. C'est vrai, il y a beaucoup qui sont... Il y a 3-4 collègues de musiciens ici au Burkina Faso. Il y a Je veux chanter, il y a Il chante, et puis Je chante. Donc, tout ça, là, ce sont des musiciens au Burkina Faso. Mais ce n'est pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé fort longtemps parce que Burkina Faso n'a pas vraiment organisé aujourd'hui à faire des écoles de la musique pour former vraiment des générations montantes. Et c'est sur nous-mêmes aujourd'hui, peut-être, qui sont vraiment auteurs, pratiquement comme la musique traduite moderne burkinabé. Sinon, il y en a, mais c'est vrai, je tiens à remercier un monsieur comme M. Sanambo Joseph, aujourd'hui que j'admire beaucoup. Ils étaient combien aujourd'hui qui faisaient la musique burkinabé? Il y a eu un temps, il n'y a pas eu de suivi. Il nous faut ça, franchement dire, quand je bouge aujourd'hui avec toute la culture burkinabé, et surtout la musique burkinabé, beaucoup de demandent aujourd'hui à travers de mon nom, parce qu'on m'a posé la question en Europe, c'est vrai, la plupart de la musique africaine est connue, mais la musique burkinabé est en retard. Donc, oui. Et vous, cette année, vous avez raflé tous les prix, dont le Koundé d'Or qui est ici sur ce plateau. Oui. Alors, pour vous, quelle est la place de cette fête de la musique dans la vie d'un artiste? D'abord, je tiens à remercier ministre de la Culture français, M. Jacques Lang, qui nous a dit, c'est pas la fête, mais il nous a dit de faire de la musique. Qui a le 21 M. Jacques Lang qui a justement participé à l'institutionnalisation de cette fête en 1982. Oui, mais il dit de faire la musique. Maintenant, nous faisons la musique en fêtant la musique avec nos fans, avec nos publics. D'abord, quand un artiste il a sur scène comme ça, lui, il fait la musique, c'est un travail qu'il fait. Et maintenant, comme c'est un travail qui est vraiment noble, il y a la joie, il y a le message, et nous fêtons en même temps la musique. C'est pour cela, aujourd'hui, le 21 juin, Didier Comme fête la musique. Et pour vous, quel est le sens de cette journée-là? Cette journée, parce que nous faisons la musique, nous a encouragés, c'est pendant 12 mois, c'est les seules nuits, c'est les seules journées que nous devons faire la musique. Et en même temps, faire la musique avec nos fans, avec nos publics, avec notre pays, avec tous ceux qui nous écoutent. Parce que faire la musique, c'est le message, c'est la danse, c'est la joie. Mettre la joie dans le cœur de chaque personne, c'est la fête. Si nous faisons la musique, en même temps, faire la musique avec notre peuple. Vraiment, c'est un grand sens pour nous. Et ça, artiste aujourd'hui, si vous arrivez à de la nation, et vous allez voir que presque tout le monde sont remplis comme ça,
Alors nous faisons la musique, nous profitons de faire la musique. Et nous allons justement vous laisser y partir parce qu'on vous attend, vos fans vous attendent à la place de la Nation actuellement pour la fête de la musique. Merci beaucoup, Sanabo. Merci, je vous remercie, merci beaucoup. Alors, nous poursuivons ce grand journal dominical, toujours en culture, avec ce chiffre. 4 milliards de francs CFA, c'est la somme perdue chaque année du fait de la piraterie, selon une étude réalisée par le Bureau burkinabé des droits d'auteur. Pour réduire à néant ce montant, une rencontre entre administration et secteur privé de la culture est tenue pour développer les meilleures stratégies de lutte contre la piraterie. Les précisions dans ce reportage de Ini Walko et Janine Kambiré. Droits d'auteur et développement des industries culturelles. Quelle stratégie de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques? Ce thème de la 3e rencontre administration-secteur privé de la culture est évocateur dans un contexte où le numérique est en phase de prendre le dessus sur les produits physiques comme les cassettes et les CD. Des œuvres téléchargées par-ci par-là, une nouvelle équation à résoudre. Voir quelles sont les nouvelles formes de lutte contre ce genre de téléchargements illégaux et comment la production peut aussi être encouragée quand ceux qui créent ne retirent rien après avoir mis sur le marché leurs produits. La piraterie est un fléau qui fait perdre chaque année aux acteurs autour des années 2010 indiquait que la perte était de l'ordre de plus de 4,5 milliards de francs dans les différentes filières. Et cela est extrêmement important et nous savons que notre marché est largement gangréné par des produits illicites. Les acteurs de la culture restent convaincus qu'à travers les propositions concrètes qui sortiront de cette rencontre, ils pourront fédérer leurs efforts et être beaucoup plus efficaces et efficients dans la lutte contre la piraterie, ce qui leur permettra de vivre de leurs œuvres. Agir ensemble pour un développement urbain durable, c'est le thème de l'édition 2015 du Salon international de la construction, du bâtiment et des travaux publics. Cette 10e édition du SICABAT réunit les acteurs du domaine dans le but de relever les défis liés à l'urbanisation. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Tanga Kafando. Du soleil levant dans l'enceinte du Siao, le monde de la construction, du bâtiment et des travaux publics s'expose. Le savoir-faire des entreprises nationales et internationales se côtoie à la 10e édition du SICABAT, le Salon international du bâtiment et des travaux publics. Une édition célébrée sous le thème « Agir ensemble pour un développement urbain durable ». Depuis 2008, le gouvernement a lancé un gigantesque programme qui est la construction de 10 000 logements sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de promoteurs étrangers qui viennent. Et je crois que SICABAT, c'est une occasion pour eux en tout cas de venir vers le Burkina et aussi d'expérimenter la technologie qu'eux connaissent mieux. Cadre d'échange et de rencontres entre professionnels du bâtiment et des travaux publics, le SICABAT a 10 ans. Et 10 ans, c'est un bilan, mais également des défis pour l'avenir. Il faut travailler à faire venir de l'expertise étrangère, telle que des promoteurs étrangers. Et c'est le défi que nous sommes lancés. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons déplacé une dizaine d'entreprises tunisiennes qui sont venues. C'est un travail qui a été fait depuis longtemps. Nous sommes déplacés plusieurs fois en Tunisie. Ça coûte de l'argent. Il faut trouver des partenaires, il faut les mettre en confiance. Il faut leur dire qu'il y a des choses à faire sur le Burkina. Et c'est ça le nouveau défi que nous sommes en train de faire. À cette édition, les entrepreneurs venus de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie, du Maroc, du Mali, du Bénin et du Burkina Faso ont pris d'assaut les stands pour vendre leur expertise et proposer des solutions. Le SICABAT 10e édition se tient sous le parrainage du ministère en charge de l'Habitat et sous le sponsoring officiel de Simfaso. Être voisin avec une station-service comporte des risques non négligeables. C'est pourtant le quotidien de certains habitants de la ville de Ouagadougou. Le manque d'approvisionnement en carburant dans la périphérie de la capitale a poussé certains acteurs économiques à construire des points de vente de carburant sur des parcelles à usage d'habitation. Viviane Tiendrebergo s'est posé la question de savoir quelles sont les conditions à remplir pour construire ces stations-service. Élément de réponse. Nous sommes ici dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou et cette station d'essence y propose ses services depuis le début de l'année 2015.
C'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir du carburant et sans se déplacer. Malgré cela, les riverains se posent beaucoup de questions. On ne sait pas si l'installation de la station ici obéit aux normes sécuritaires parce qu'on a vu le cas récemment de ce qui s'est passé au Ghana. On se demande si on a étudié avant de venir stationner, avant de venir installer la station. Est-ce que la mairie a été d'accord? Est-ce que l'État est au courant de la station qui est installée au milieu des concessions? Au niveau de la mairie de l'arrondissement 10, l'on ne compte jusqu'à présent aucun déclassement officiel de parcelles. Ce qui est sûr, c'est que le document doit accompagner toute demande de construction de stations-service, une demande adressée au ministre des Mines et de l'Énergie. À l'implantation, par exemple, des cuves de stockage, il fait une demande de visite, de pose des cuves et de stockage, pour que les services techniques également vérifient que les cuves sont bien posées et qu'il y a un respect des règles en la matière, notamment en protection de la nappe souterraine, que les cuves sont bien étanches et que les tuyauteries d'alimentation des pompes distributeurs sont également de qualité et bien étanches. Et c'est le BUMIGEP qui gère l'aspect sécurité de ces infrastructures. Au Burkina Faso, l'arrêt portant spécification des prescriptions à respecter sur les emplacements des dépôts d'hydrocarbures date de 2004. Il précise les distances à respecter entre les stations-service et les autres installations accueillant du monde. Pour les hôpitaux, les lieux de culte, les écoles et les marchés, par exemple, il faut observer un écart compris entre 100 et 500 mètres. Les textes du ministère des Mines et de l'Énergie classent les stations parmi les EDI, c'est-à-dire les établissements dangereux, insalubres et incommodes. Voilà donc pour ce dossier signé Viviane Tchendrebego. L'information et l'analyse pour une meilleure gestion et sécurisation des terres au Burkina. La démarche est adoptée par l'Observatoire national du foncier du Burkina. La structure associative a lancé ses activités et fait marquant, la structure est déjà forte d'une centaine de membres, tous issus de la chaîne donc de gestion du foncier. Tanga Robert Kafando. Cette cérémonie consacre le lancement officiel des activités de l'Observatoire national du foncier du Burkina, un nouveau-né dans l'environnement juridique et associatif qui se donne pour mission de produire, collecter, traiter et capitaliser l'information foncière afin d'aider à la prise de décisions au niveau national. L'Observatoire comporte 113 membres. Tous les services techniques de l'État qui interviennent dans la chaîne foncière sont impliqués. Vous avez des acteurs de la société civile, mais vous avez des opérateurs privés. Tous ces gens, nous comptons les impliquer pour travailler ensemble en réseau, pour que chacun donne les informations qu'il a et qu'en retour, il puisse bénéficier des informations qui sont disponibles au niveau des autres. Organe de veille et d'alerte, l'ONFBF devra servir de phare à toutes les réformes politiques sur le foncier urbain et rural et l'instrument est bien accueilli par les ministres en charge des questions foncières. Le foncier, c'est quand même un élément important dans le développement du Burkina Faso, en particulier pour, voyez-vous, le domaine d'intervention de mon collègue de l'habitat et de l'urbanisme, c'est moi-même, en ce qui concerne toute la chaîne de production agro-silvopastorale. Et vous savez tous que tant qu'on n'a pas cette sécurisation foncière, il est difficile d'investir. L'opérationnalisation de l'ONFBF est l'aboutissement d'un processus enclenché depuis 2011 avec l'appui du Millennium Challenge Corporation et découle de la volonté de faire de la sécurité foncière une condition du développement durable au Burkina. La mise en œuvre de cet instrument est financée par le USAID. Elles sont au nombre de 7. Les bornes fontaines construites au profit des populations de Mané dans la province du San Matenga. Ce projet réalisé par le ministère en charge des ressources hydrauliques avec l'appui de l'Agence française de développement vient résorber la corvée d'eau dans cette partie du Burkina. De l'eau potable pour la santé et pour l'assainissement. Aboubacar Sagnon a assisté à l'inauguration des infrastructures. Voici son reportage. Fini les longues files d'attente devant les puits et autres forages pour les populations de Mané.
Elles ont désormais accès à l'eau potable grâce aux bornes fontaines réalisées dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement de la région du Centre-Nord. On parcourait 7 à 8 km pour aller chercher de l'eau. Maintenant que nous avons les fontaines, ça nous facilite beaucoup la tâche. Ce projet a été réalisé avec l'appui financier de l'Agence française de développement qui y a investi plus de 4,5 milliards de francs CFA. Sans eau, on ne peut pas vivre. Donc c'est une très grande satisfaction d'être ici aujourd'hui et de voir la qualité de cette réalisation. Une réalisation qui intègre une station de traitement de l'arsenic afin de rendre l'eau beaucoup plus potable. Mise en œuvre depuis 2010, le projet a construit 7 adductions d'eau potable simplifiées AEPS, 124 forages, 200 latrines familiales et 17 blocs de latrines publiques. L'exploitation qui en sera faite avec les opérateurs, avec la communauté, sous la surveillance de l'administration, nous permettra de réaliser cette gestion tripartite que nous souhaitons. Selon le ministère en charge des ressources hydrauliques, ces réalisations ont permis d'augmenter de 66 000 le nombre d'habitants desservis en eau potable dans la région du Centre-Nord et d'améliorer considérablement l'accès des populations à un assainissement adéquat. Urgence à la vallée du Cou. Le fleuve Mouhoun est gagné par l'ensablement. L'orpaillage artisanal, les champs aux abords du fleuve sont entre autres les causes de cette situation. Une situation qui menace les ressources en eau du fleuve et pour limiter les dégâts, le PAGIR a conduit une mission médiatique sur le terrain. Amadou Lougué était de la partie, voici son constat. Cette pratique est interdite. Pourtant, des champs comme celui-ci, au large de la vallée du Cou, on en compte plusieurs. Si rien n'est fait, cette réserve d'eau vitale risque de disparaître à cause de l'ensablement provoqué en partie par l'action de l'homme. Nous ne sommes pas sous menace, mais nous sommes vraiment en situation de crise et il va falloir prendre des actions, des mesures énergiques afin de trouver des pistes de solution à cette situation-là. Il n'y a pas que la vallée du Cou qui soit menacée. Ici, dans la province de Balé, l'utilisation du cyanure dans l'orpaillage pollue l'environnement et le fleuve Mouhoun. Tout ce qui est installation de cyanure, c'est-à-dire le site déjà est pollué, c'est-à-dire nous avons les sols qu'on ne peut plus exploiter. On a la proximité des points d'eau qui peuvent être contaminés directement, qui conduit souvent à la mortalité de la faune aquatique. Les gens doivent savoir c'est la ressource en eau donc qui est unique et que si elle est polluée, tout le monde perd. Malgré les risques, ces orpailleurs s'accrochent à leur activité comme ce jeune homme qui manipule au quotidien le cyanure, un produit hautement toxique, ou encore ce chercheur de nouveaux sites d'or dans la commune de Poura. Nous avons payé cet appareil à 1 500 000 francs CFA. Dès qu'il y a une présence d'or au sous-sol, il déclenche un signal sonore qui nous parvient à l'oreille. Nous-mêmes, on sait que c'est dangereux, mais à chaque fois quand tu touches, tu pars, mets le savon dans tes mains, tu nettoies bien. Le patron n'oublie pas de payer les savons là. Voilà. Et puis il nous fait manger beaucoup d'huile contre ça. 16 ans après la fermeture de la société minière de Poura, la Soremib, la commune de Poura continue toujours de panser ses plaies béantes que lui a laissées la société. Cette carrière de plus de 60 mètres de profondeur et ce bac à cyanure abandonné là représentent des menaces permanentes pour l'homme, les animaux et l'écosystème. Et nous avons le fleuve du Mouhoun à côté où toutes les eaux coulent dans le sens du fleuve, ça veut dire qu'il peut y avoir contamination. Initié par le plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau, PAGIR, cette caravane de presse a mobilisé une vingtaine de journalistes issus de la presse écrite, l'audiovisuel et la presse en ligne à travers le Burkina Faso. L'assèchement des zones humides est justement pris en compte par l'association Média Vert. En collaboration avec la Fondation Naturama et l'UICN, l'association a tenu un point de presse pour établir le lien entre les zones humides et les changements climatiques. Plus de précisions dans ce compte-rendu signé Hippolyte Milogo et Issa Lankwandé. La désertification, la dégradation des sols et la perte de la biodiversité sont engendrés par les changements climatiques.
À la faveur de la Journée internationale de la désertification, l'association Mediavert et la Fondation Naturama ont initié des échanges sur la conduite à tenir pour protéger les zones humides des effets du changement climatique. Nous avons parlé des zones humides sous l'angle des communautés qui vivent et qui exploitent ces zones humides, qui vivent et qui payent aussi le prix de vivre avec ces zones humides et de l'importance de travailler avec les communautés. Les journalistes et communicateurs de Mediavert entendent accompagner cette démarche. Ils comptent pour ce faire mener des activités d'information et de sensibilisation pour une utilisation rationnelle des zones humides. Quand on regarde les conséquences de ce changement climatique, on se rend compte que c'est vécu par nous autres populations à la base. Nous nous sommes dit, on va instaurer le débat, on va échanger et on verra qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que les populations ne soient plus exposées aux conséquences de ces changements climatiques. Selon la Fondation Naturama, 2015 est l'année dédiée à la lutte contre les changements climatiques et à la promotion d'une agriculture responsable. Par conséquent, il faut protéger les zones humides pour que des populations riveraines puissent accroître leurs moyens de subsistance. Direction à présent Tampelga, dans la commune de Dapelgo. C'est dans cette donc province de l'Oubritanga qu'a été lancé le programme avicole modèle 35.5 de l'Arlenaba. C'est un programme qui vise la réduction de la pauvreté par l'élevage de gallinacés. Et sur le terrain, les résultats sont déjà probants. Claudine Bikaba. Le modèle avicole 35.5 du Lale Naba Tigré a été lancé à Tampelga, dans la commune de Dapelgo, région du plateau central. Un modèle qui consiste à mettre 35 poules et 5 coqs de race locale dans une basse-cour. Et ce sont 40 personnes venues des provinces du Burkina qui bénéficient de ce programme. Passionné d'élevage en général et de poules locales dont les intérêts sont multiples, j'ai choisi d'aller à la promotion de l'emploi des femmes et des jeunes à travers cette filière. Depuis longtemps que j'essayais de monter quand même un petit projet pour moi-même, et je n'y arrivais pas. Grâce à ce projet-là, j'arrivais à monter quelque chose de durable. Ce programme a reçu le soutien du gouvernement et de l'ambassadeur de Chine-Taïwan qui l'a financé à 15 millions de francs CFA. Donc c'est toujours des bons programmes pour aider la population de quitter la pauvreté. Un financement pas tellement important, mais on voudrait faire un projet de pilote pour attirer aussi les autres bailleurs de fonds. Une visite du site de l'Arlé a été effectuée à cette occasion-là. Les basses-cours d'expérimentation, le site de production des briques en carrière, qu'ils considèrent être adaptés à l'élevage et à un moindre coût. Les visiteurs du jour ont pu voir aussi son champ de moringa d'1 hectare. Ils étaient hier à l'honneur à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée chaque année. La famille Al-Bashir vit depuis 4 ans sur le site des réfugiés de Mentao, à quelques kilomètres de la ville de Djibo. Comme elle, près de 30 000 âmes vivent sur ce même site grâce au soutien d'ONG et d'institutions nationales comme internationales. Comment se passe leur vie au quotidien? La question leur a été posée par Adama Koulibaly. Reportage. Site de Mentao à une dizaine de kilomètres de Djibo dans la province de Soum. C'est ici, dans ce camp de réfugiés, que Fatimata Min Al-Bashir et sa famille ont trouvé refuge depuis le début de l'année 2012, date de leur départ du Mali. Dans cette concession vivent 11 personnes, dont Fatimata, son mari, ses 4 enfants, sa co-épouse et d'autres membres de la famille dans des conditions précaires. 5 personnes qui dorment ici. Moi avec mes enfants. Par l'autre maison, là, c'est pour ma maman, avec mon grand frère. La survie dans ce camp, c'est grâce à l'aide du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, même si cette aide se raréfie de nos jours. Non, lorsqu'on est venu là, ça va même. Dans 2 jours, là, ça va plus. Hein, parce que tout ce qu'ils sont en train de donner, là, ils sont diminués. Ça. Parce que si que là, ne peut pas nourrir même un mouton. Même une personne, tu ne peux pas les nourrir. Nous, on est 11 personnes dans la famille. Si tu es tombé malade, il y a un centre de santé ici. Tout ça va, mais à propos de la cantine seulement que ça ne va pas.
Malgré ces conditions de vie difficiles, la famille Bachir salue l'hospitalité des populations locales car il n'y a pratiquement jamais eu de différend entre elles. Leur souhait, surtout que la paix revienne au Mali pour qu'ils puissent y retourner et vivre en toute quiétude. Le Conseil national des activités privées de sécurité et de sûreté est une nouvelle association qui regroupe des professionnels du secteur privé de la sécurité. Sa principale mission, rendre plus professionnels les acteurs du domaine et par ricochet, le CNAPS se veut une interface entre ces acteurs et l'administration publique. Bouma Ernest Nebier nous en dit plus. Regroupant des professionnels du secteur privé de la sécurité existe au Burkina. Il s'agit du Conseil national des activités privées de sécurité et de sûreté CNAPS, créé le 3 septembre 2014. Il se donne pour mission principale la professionnalisation des activités du secteur de la sécurité privée au Burkina. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de métiers de la sécurité qui dépendent du ministère des tutelles, qui sont agréés par le ministère des tutelles, mais qui n'ont aucune fêtière où pouvoir s'exprimer. C'est ainsi que nous avons décidé de créer donc le conseil qui réunit tous les secteurs d'activité de manière exhaustive qui sont dans le domaine de la sécurité privée. Le CNAPS est également l'interlocuteur de ces acteurs auprès du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité qui apprécie ici par la voix de son représentant l'initiative. Je pense qu'avec ce conseil national, nous aurons beaucoup plus d'éléments qui vont épauler les forces de sécurité qui existaient dans la sauvegarde des biens et des hommes. Et c'est par des sessions de formation que le CNAPS a ouvert son programme d'activité ce jeudi 18 juin 2015. Des sessions de formation qui portent sur les thèmes de la cyberattaque et la gestion des conflits dans les entreprises du Burkina. La communauté des hommes d'affaires du Plein Évangile a organisé les 19 et 20 juin dernier sa toute première convention. Ce fut une occasion de passer en revue l'éthique chrétienne dans le monde des affaires avec ce thème, le surnaturel divin dans les affaires. Ismaël Diloma Sirima revient sur quelques séances de réflexion menées au cours de la convention. Reportage. Ce sont des hommes d'affaires chrétiens. Et ils sont réunis pour chercher ensemble des moyens pour faire leurs affaires selon les recommandations divines. Pour cette première convention, plusieurs thèmes tels que le prêt bancaire et les affaires, opportunités et dangers seront traités. Si vous voulez réussir du point de vue économique sur cette terre-là, il y a des lois économiques. Il y a la loi de l'offre et de la demande, il y a plusieurs lois de l'équilibre dans l'entreprise. Mais il y a maintenant, en tant que chrétiens, des lois que nous allons ajouter, des lois spirituelles qui vont permettre aux gens, la loi de la sagesse, la loi de la connaissance, la loi de l'intelligence. Avant de s'étaler largement sur la question du spirituel divin dans les affaires, la convention a été confiée à Dieu par des prières et animée par des cantiques. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui se jettent dans les affaires, mais il y a plus de corruption. Et nous demandons au Seigneur de nous aider pour qu'au Burkina, nous puissions avoir des hommes exemplaires qui pourront se lever. Et c'est en faisant ainsi que nous pouvons apporter une transformation dans notre pays et que nous pouvons aider à construire notre pays. Le président des hommes d'affaires chrétiens a profité d'inviter ses pairs à marcher selon l'éthique chrétienne, car, dit-il, avec Dieu, l'on a toutes les clés du succès. Notre rendez-vous dominical avec le service des sports s'effectue ce soir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir, Peggy. Premier sujet abordé ce soir, le championnat national de football de première division. Vous avez les résultats de la 21e journée. Oui, de deuxième division. Deuxième division, ok. Voilà, et donc effectivement, la 21e journée du championnat national de football de deuxième division s'est disputée ce soir même. Dans la poule A, l'USI était face à FAC sur le terrain de l'USFA. Score 1-0, un but marqué à la 37e minute par Doumé Meda, suite à ce cafouillage dans la surface de réparation de FAC. Et donc, sortie hasardeuse du portier de FAC. Et Doumé Meda profite bien sûr des poteaux vides pour envoyer simplement la balle au fond des filets. Sur le terrain de l'ASFA Yenega, on avait CFO AS Kouritenga, victoire du CFO 3-0. Hervé
Kakou sur pénalty à la 20e minute. Yannick Minougou dans un cafouillage à la 53e, la défense de l'ASK qui a du mal à se dégager et cela se paye cash. Et enfin, Bulus Jimmy à la 79e sur ce coup de pied exécuté savamment bien sûr par Bulus Jimmy. Et donc score 3-0 pour le CFO bien sûr. Pour les autres résultats, toujours dans la poule A, l'AS Eco est tombé 0-1 devant l'AS Police. Dans le duel des mal classés, San Matenga Football Club de Kaya et l'ASO se sont neutralisés 0 but partout. Ce sont là, entre autres, certains résultats. Au classement, donc, dans cette poule A, l'USI reste première avec 44 points plus 14. Le CFO est deuxième avec 44 points également plus 13. Vous l'avez donc suivi. Ça se jouera à la dernière journée, la 22e, entre l'USI et le CFO. Dans la poule B, par contre, les choses sont pliées avec la victoire de l'AGEP, l'association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso sur le Soursport de Tougan 1-0. Ce club-là appartient simplement aux frères Traoré, Bertrand et Alain. L'Olympique Système de Dédou a également battu la FAC B 2-0, mais trop tard pour lui. L'ASCO a perdu 1-0 devant l'AS Maya, 0-0 entre la SEC de Koudougou et Kiko FC. Et donc au classement, la de la D2 dans la poule B est donc qualifié pour la montée en D1 avec 42 points plus 14. Félicitations à ce club qui goûtera quand même au délice et peut-être aussi au supplice de la D1 la saison prochaine. Et donc l'Olympique Système de Dédougou se contente de la deuxième place à 5 points du leader, 38 points plus 5. Et puis la finale de la Coupe du Monde Junior a été remportée par la Serbie face au Brésil. Oui, c'est quand même une surprise. Le Brésil qui est tombé devant la Serbie 2-1. Après prolongation, le match de classement surtout était une affaire de pays africains. Ça s'est joué entre le Sénégal et le Mali. Le Mali s'est imposé 3-1. Le Mali, on se rappelle, qui a sorti le Burkina lors des phases préliminaires. Ça fait encore mal parce qu'on avait quand même les moyens de battre cette équipe malienne. Elle est allée en Coupe du Monde et allée jusqu'à occuper la 3e place. Bravo, bien sûr, aux Aigles. D'accord. Yacouba Ouedraogo, un mot sur le championnat de la Ligue du Centre de handball. Effectivement, la Ligue du Centre de handball est à sa 6e journée. Ce sont les phases retour. En senior dames, la Lonabé a gagné sur le fil 19-18 contre la Sonabi. L'AS Onea a corrigé sévèrement, sagesse 39-14. Le match Asfa-Sonabel a été reporté pour cause d'examen parce que tout simplement, dans l'effectif de la Sonabel, il y a des candidates au baccalauréat, session bien sûr 2015. Et donc la Sonabel a demandé, obtenu le report du match. L'Asfa Yenga reste première en attendant son match en retard contre la Sonabel. Chez les messieurs, la Sonabi est venue à bout de sagesse 34-21. L'AS Douane est tombée devant l'USFA 26-25. Au classement, c'est toujours l'AS Douane qui reste leader malgré sa défaite. Au volleyball, un mot, si vous permettez, juste avant de terminer. Oui. Et donc l'AS Douane, toujours leader à mi-parcours après la dernière journée de la phase aller disputée hier. Et donc on verra tout cela en images et en son demain au magazine des sports. Voilà, à 21h. Merci Yacouba Ouedraogo et vous conviendrez avec moi que c'est avec beaucoup de peine que nous avons entamé cette journée. Notre collègue, notre cher grand-père, comme nous l'appelions affectueusement, Symphorien Somda est décédé très tôt ce matin à l'hôpital Yalgado Ouedraogo des suites de maladie. Précédemment directeur régional de la RTB de Nord, il a été arraché à l'affection de ses proches à l'âge de 52 ans. Demain, 22 juin, est prévue la levée de corps à la morgue de l'hôpital Yalgado pour l'enterrement prévu le mardi 23 à 14h dans son village natal à Dissine. Paix à ton âme, Symphorien. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve à 22h15 pour l'édition synthèse.